Donc dossier numéro 4. Vous recevez aux urgences une patiente de 35 ans, accompagnée de son mari suite à l'expression de propos suicidaires. Les antécédents de cette patiente sont un épisode dépressif majeur, traité en ambulatoire l'année dernière, et une attaque de panique. Le visage triste et figé, elle se dit sans énergie, sans espoir, et n'a plus de plaisir pour ses activités sportives habituelles depuis un mois. Ses gestes et son débit verbal également. Ma vie entière est un échec. Il n'est fait que de défaites. Je n'en vaux pas la peine. Je ne sers plus à rien. Je dois partir. Elle a du mal à se concentrer et se plaint de sa mémoire. Elle a perdu du poids récemment et dort mal. Vous ne retrouvez pas d'éléments délirants ni dissociatifs dans son discours. L'examen clinique somatique est strictement normal. Question numéro 1. Faites une analyse sémiologique de cette observation. Question numéro 2. Quel diagnostic proposez-vous? Question numéro 3. Décidez-vous une hospitalisation pour cette patiente? Justifiez votre choix. Question numéro 4. Quel traitement médicamenteux prescrivez-vous? Question numéro 5. Quels sont vos principaux éléments de surveillance? Question numéro 6. Il existe une consommation de cannabis à visée hypnotique. Quels sont les risques somatiques pour votre patiente? Question numéro 1. Faites l'analyse sémiologique de cette observation. Comme d'habitude, une question classique en psychiatrie. Même si on ne vous la demande pas, il faut la faire. Donc, dans cette observation, vous avez une jeune femme qui a un antécédent d'épisode dépressif majeur. Donc je rappelle que majeur est le synonyme de caractérisé et veut dire au moins 15 jours d'évolution. Majeur n'est pas synonyme de mélancolie ou d'épisode super sévère. Majeur égale caractérisé égale 15 jours d'évolution. La date de début de la symptomatologie ici, c'est 1 mois, donc supérieur à 15 jours, c'est important de le mettre. Ensuite, vous avez des arguments cliniques. Et ces arguments cliniques sont issus des grandes classifications des maladies mentales. Donc vous avez la tristesse, c'est un argument clinique, le ralentissement psychomoteur, son visage figé, etc. L'amimie, l'absence de mimique, l'anergie, l'absence d'énergie, l'anédonie, le besoin réduit de plaisir habituel, les propos ou les idées suicidaires exprimées, les troubles cognitifs, tout ce qui est troubles de mémoire, de concentration, il y aurait pu avoir également des troubles d'attention. L'anorexie, et on n'est pas dans l'anorexie mentale, mais dans l'anorexie, la perte d'appétit avec la perte de poids. Les troubles du sommeil, je vous rappelle que l'insomnie est un symptôme important et fréquemment retrouvé dans la dépression. L'absence d'éléments délirants ou dissociatifs, qui sont des arguments négatifs. Et, comme toujours, l'examen clinique est normal. Alors les mots importants ici, c'est tristesse, c'est vraiment important, ralentissement psychomoteur, anédonie, idée suicidaire. Dans tout dossier de psychiatrie et de dépression, il faut bien évidemment rechercher des idées suicidaires, les évoquer, les consigner dans le dossier médical, et si elles ne sont pas précisées, il faut marquer qu'elles n'ont pas été précisées. Quel diagnostic proposez-vous? Je vous l'ai dit, il faut être précis, même si on ne vous le demande pas. Donc il s'agit d'un deuxième ou d'un second épisode dépressif majeur ou caractérisé, avec des caractéristiques mélancoliques. C'est le diagnostic très moderne. Le synonyme qui sera accepté, c'est la mélancolie. Et je vous rappelle que la mélancolie, c'est la forme la plus grave de dépression. Elle comprend une douleur morale, elle comprend des projets suicidaires, elle comprend un ralentissement psychomoteur majeur ou une agitation psychomotrice, et elle comprend des idées de ruine, d'accusation, d'auto-accusation, qui peuvent aller jusqu'aux idées délirantes de négation d'organes. Donc majeur est synonyme de caractérisé, je l'ai déjà dit, l'épisode dure plus de 2 semaines. Et j'insiste encore une fois, la mélancolie est la forme clinique la plus grave et sévère de dépression.
Question numéro 3. Décidez-vous une hospitalisation pour cette patiente. Justifiez votre choix. Donc on vous pose une question, il va falloir répondre par oui ou par non, donc il faut répondre par oui ou par non. Donc oui, une hospitalisation, et en psychiatrie comme dans les autres disciplines, c'est toujours d'abord libre. Et en psychiatrie, on a cet avantage du médico-légal qui fait que si le patient ne consent pas aux soins, on a des mesures prévues par la loi pour hospitaliser les patients. Et ici, la deuxième étape, si elle refuse, on fait une hospitalisation à la demande d'un tiers, qui peut être le mari. Selon la loi de juin 90, je vous rappelle que la loi de juin 90, il faut la citer, et on justifie qu'il y a des idées suicidaires. J'aimerais revenir sur la diapositive précédente. L'hospitalisation à la demande d'un tiers demande une demande de tiers manuscrite, 2 certificats médicaux rédigés par des médecins thésés inscrits au Conseil de l'Ordre. Quel traitement médicamenteux prescrivez-vous? Il s'agit d'une mélancolie. Et le premier mot-clé, c'est l'antidépresseur. Famille, bilan, délai d'action, explication, sédation. Alors l'antidépresseur, la famille thérapeutique, tous les antidépresseurs ont la même efficacité, que ce soit des antidépresseurs tricycliques, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les ISRS, ou des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, par exemple la venlafaxine, l'Effexor. Ils ont tous la même efficacité et ils diffèrent par leur tolérance. D'accord? Donc on peut utiliser celui qu'on veut. Le bilan préthérapeutique, si on décide de prescrire un tricyclique, il faut détailler entièrement le bilan préthérapeutique pré-tricyclique et on peut oublier des choses. Donc restez simple. Prenons l'exemple ici, antidépresseur, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, par exemple venlafaxine, Effexor. Péros, le bilan préthérapeutique est très simple, une numération formule sanguine, un ionogramme sanguin, un électrocardiogramme et un bilan hépatique. Le délai d'action, quel que soit l'antidépresseur choisi, le délai d'action est de 15 jours à 3 semaines. Il faut l'expliquer au patient, expliquer le délai d'action, expliquer les effets secondaires, expliquer que le traitement va durer au minimum 6 à 9 mois. Et en attendant que les effets de l'antidépresseur se manifestent, on utilise un sédatif, par exemple un neuroleptique sédatif, pour lutter contre l'anxiété et l'insomnie. On pourrait très bien rajouter un hypnotique en plus, mais il vaut mieux être partisan du moins de médicaments possible. Donc ici, neuroleptique sédatif et antidépresseur. Quels sont vos principaux éléments de surveillance? Cette question numéro 5 aurait pu figurer dans la question numéro 4 en sous-question. Donc comme je vous l'ai dit et je l'ai répété, on ne parle plus de surveillance clinique, tolérance, effets secondaires, mais on explique ce que l'on surveille. Donc on surveille l'humeur, la thymie, on surveille le risque suicidaire, puisque cette patiente a exprimé des propos suicidaires. On surveille 2 éléments cliniques hyper importants qui peuvent faire décompenser les patients, donc le sommeil et l'anxiété. On surveille son appétit car elle a perdu du poids. Et les effets secondaires du traitement, si on choisit un traitement simple comme un IRSNA, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ou un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, les effets secondaires sont peu nombreux, sont des céphalées, des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées. Il existe une consommation de cannabis à visée hypnotique. Quels sont les risques somatiques pour votre patiente? Donc le cannabis est fréquemment consommé chez les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et le cannabis sert de médicament souvent chez les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Donc le premier risque,
le cannabis est fumé essentiellement, le premier risque, c'est un risque de cancer, même si on n'a pas démontré les liens de causalité entre cannabis et cancer, sachant que le cannabis en France est mélangé au tabac. Le risque gynéco-obstétrical. Le cannabis entraîne la prématurité, il entraîne des morts fétales in utero, il entraîne des placentas prévia, il entraîne des complications obstétricales pendant l'accouchement, et il peut entraîner aussi des conséquences à la naissance du nouveau-né. Des artériopathies. Et ces artériopathies, j'insiste, ce sont des artériopathies comme ce qui est retrouvé dans la maladie de Buerger. Des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs qui sont retrouvées uniquement avec du cannabis. Bien évidemment, quand on fume un produit, il y a des risques de bronchite chronique, de bronchite, puis de bronchite chronique, type emphysème-mateuse. Le cannabis donne les yeux rouges, et le mot-clé est hyperémie conjonctivale. Le cannabis entraîne une sécheresse buccale et des troubles digestifs, à type de nausée, à type de diarrhée, à type de vomissement. Il entraîne une hypotension artérielle et une tachycardie. Et c'est fini.